Alors salut tous les abonnés de Stardust, salut Avicnet. Je pense que vous reconnaissez le bâtiment qui se trouve derrière moi. Donc c'est le Capitole des États-Unis où siège le Congrès américain. Aujourd'hui on est là pour faire du tourisme, mais un tourisme un petit peu particulier puisque certaines personnes m'ont demandé de faire la visite du Smithsonian Air and Space Museum. Donc on va aller se faire une petite visite de certains des plus importants et des plus précieux objets du spatial. Allez, c'est parti, suivez-moi. Vous pouvez vous demander pourquoi je commence la visite ici. Et ben c'est qu'en fait, il y a quelque chose qu'il ne faut pas rater un petit peu plus haut sur le mall et que je vais aller vous montrer tout de suite. Allez, on est parti. Et alors en fait, ce que sont ces bornes, c'est qu'elles sont placées aux distances comme si le National Mall était le système solaire, faisait la distance du système solaire. Et vous êtes obligé de marcher comme ça d'une planète à l'autre pour vous rendre compte de la distance des planètes entre elles. Donc voilà, on arrive à Neptune. J'ai dû quand même pas mal marcher déjà. J'ai à peu près marché 200 mètres là, avant d'arriver à la deuxième planète, qu'on se rend compte un petit peu de ce que la sonde New Horizons a été obligée de faire et de parcourir comme distance. C'est assez impressionnant. Voilà donc Uranus avec ses petits satellites. Alors voilà, on se retrouve presque à l'entrée du musée pour voir Saturne. Et on se rend compte en fait quand on marche ces distances-là qu'à chaque fois qu'on essaie de s'éloigner d'une planète, on marche à peu près le double de la distance qu'on a marché pour s'éloigner de la planète précédente. C'est-à-dire que pour aller de la Terre jusqu'à Mars, on marche une certaine distance. Et ensuite pour aller de Mars à Jupiter, on marche à peu près le double de la distance qu'on a marché pour venir de Mars à la Terre, de la Terre à Mars. Je ne sais pas si je suis très clair, mais en tout cas, conceptuellement, c'est assez facile. C'est-à-dire que pour aller de Mars à Jupiter, on fait une certaine distance. Pour aller de Jupiter à Saturne, on fait le double de la distance qu'on a fait de la Terre à Mars. Bon. Alors voilà, on a encore avancé, on arrive à Jupiter et à partir de là, vous allez vous rendre compte qu'en fait, les distances sont de plus en plus courtes puisque de là où je suis, je peux voir déjà les autres bornes, les bornes suivantes. Et vous allez voir que ça va être encore plus vrai quand on va arriver à Mars. Voilà, Jupiter, la plus grosse planète du système solaire, la 4e depuis le Soleil. Et voilà, donc on a fini notre trajet à pied. Ça a été plutôt long, mais ici vous pouvez voir toutes les autres bornes qui sont derrière moi. Donc vous avez Mars là-bas, et puis la Terre, et puis ensuite vous avez Vénus, Mercure et le Soleil au bout. Et on va aller les voir une par une, mais très rapidement, parce qu'ensuite il va quand même falloir aller visiter le musée lui-même. Voilà, ça c'est Mars. Là, on a plus, c'est la Terre, avec sa lune, c'est côté. Ensuite, on se retrouve on se voit c'est la Terre, c'est la Terre, et c'est tellement épaisse, c'est fou, le Soleil. Et maintenant, on va se diriger vers quand même le plus important, qui est l'intérieur du musée. Alors derrière moi se trouve ma station spatiale préférée. Le Skylab est une station spatiale américaine qui a été envoyée en 1973 par la dernière fusée Saturn V disponible dans le programme. Et c'est vraiment une station de science-fiction. On va aller à l'intérieur un petit peu pour voir comment a été faite le Skylab. Mais une des choses qui était importante à savoir, c'est que la mise sur orbite ne s'est pas passée tout à fait comme prévu. La station n'a pas pu déployer son deuxième panneau solaire qui aurait dû être de l'autre côté. Mais il est tombé en 79 à cause de l'activité du solaire, le cycle solaire qui dure 11 ans à peu près, et qui a réduit en fait son orbite et qui a fini par faire tomber le Skylab. On va rentrer dans la station Skylab maintenant. Ils se sont complètement bourrés sur l'éclairage, parce qu'on voit quasiment rien. Ça, vous le voyez sur certaines images, ils étaient capables de courir le long
de cette espèce de cercle qui faisait tout le diamètre de Skylab. Et ici, vous aviez effectivement une douche dans la station. Voilà, évidemment, les images, on voit rien du tout. Mais c'était pas très efficace puisque, d'une certaine façon, ils passaient plus de temps à nettoyer la douche qu'à se nettoyer eux-mêmes. Évidemment, on a trouvé des moyens beaucoup plus efficaces aujourd'hui de travailler dans l'espace, mais Skylab reste quand même la manière la plus fun d'après moi. Je me trouve dans un endroit un peu sombre, mais il y a le module de commande de Skylab 4. Il y avait quasiment une mutinerie durant la mission Skylab 4 qui était la dernière du programme, mais bon, finalement tout s'est bien terminé. Mais j'ai une petite énigme pour VicNet. Pourquoi les Skylab étaient-ils peints de 2 couleurs différentes, comme on va le voir sur ces images? Alors, en ne cherchant absolument pas sur internet, j'ai absolument pas trouvé que c'était en rapport avec la chaleur et que c'était pour se protéger de la chaleur du soleil. Et donc la moitié qui était exposée au soleil, eh ben, c'était blanc, comme ça réfléchissait la chaleur du soleil et ça évitait que ça surchauffe à l'intérieur et que ça fasse un gros barbecue. J'ai bon? Ah oui, c'est vrai, tu peux pas répondre. Bah oui, parce que tu as tourné cette vidéo avant que je tourne mon truc là, et donc il faudrait que tu fasses une vidéo réponse. Ouais, c'est le bordel. Bon bah les gens, oui, c'est la bonne réponse. Voilà. Je vous l'expliquerai un jour, vous inquiétez pas. Derrière moi, je vous l'avais déjà montré la dernière fois, c'est la mission Apollo-Soyuz Test Project, la première station spatiale internationale qui est partie dans l'espace en 1975 et qui a montré qu'il était effectivement possible de coopérer pacifiquement dans l'espace entre Russes et Américains. Alors oui, autre chose à savoir sur la mission Apollo-Soyuz, qui va faire très plaisir aux féministes françaises qui nous regardent. Savez-vous pourquoi il y a cette espèce de machin entre le vaisseau Soyuz et le vaisseau Apollo? Ça, c'était le airlock, donc le SAS qui permettait aux astronautes de passer de l'un à l'autre. Mais alors, la question c'est pourquoi ils ont développé une telle capacité? Alors il y a plein de raisons techniques, effectivement, oui, les pressions n'étaient pas les mêmes dans un vaisseau et dans l'autre, etc. Mais il y a une raison qui est un petit peu moins avouable, c'est que le vaisseau Apollo avait un docking mâle, une prise mâle, et le vaisseau Soyuz avait également une prise mâle. Et dans les négociations qui se sont ensuivies, eh bien, personne ne voulait changer sa version mâle du docking pour mettre une version femelle. Donc voilà, ils ont développé un espèce de système hybride, mais voilà, donc c'est un petit morceau d'histoire qui est assez sympathique, je trouve également, et cette mission est toujours assez pleine de petites anecdotes sympas. Derrière moi, vous l'avez peut-être reconnu, il s'agit du North American X-15, le X-15, qui est un avion expérimental développé en partenariat avec l'Air Force et la NASA, qui a permis durant les années 60 de découvrir un petit peu comment un avion se comporterait aux limites de l'espace. Donc ce qui se passait, c'est qu'il le lâchait d'un avion gros porteur et ensuite le X-15 allumait son moteur fusée qui le transportait aux limites de l'espace. Selon la NASA, seul un des pilotes du X-15 a réellement passé 100 km d'altitude et est donc devenu de plein droit un astronaute. Et un des pilotes les plus connus du X-15 est un certain Neil Armstrong, que vous connaissez peut-être pour certains de ses autres hauts faits. Alors, VicNet, voilà la deuxième énigme que j'ai pour toi aujourd'hui. Le X-15 a été peint de différentes couleurs et on va rester sur les peintures aujourd'hui. Quelle a été la peinture la plus loufoque du X-15? Voilà, petite énigme, à toi VicNet. Rose, comme ma... Alors, je sais que c'est un angle un petit peu bizarre et c'est pas le plus flatteur pour moi, croyez-moi, mais au-dessus de moi se trouve l'avion Spaceship One. Spaceship One, c'est un avion qui a été construit par l'ingénieur Burt Rutan et qui a volé en 2004 pour gagner une compétition qui s'appelle
le X-Prize. Spaceship One a servi de base au modèle d'avion de Spaceship Two qui a été repris par Virgin Galactic. Cette entreprise voudrait envoyer des touristes dans l'espace, mais ça, derrière moi, c'est en fait une évolution un petit peu du X-15 qu'on a vu précédemment, puisque c'est le même concept d'opération, sauf que la rentrée atmosphérique est extrêmement bizarre. Je ne sais pas si vous voyez bien sur les images, mais les ailes du Spaceship One sont en fait en position verticale. Le Spaceship One a des ailes à bascule, c'est-à-dire que l'arrière des ailes se cabre durant le vol pour permettre une rentrée atmosphérique plus douce. Et tout l'appareil a été conçu sur le principe du volant de badminton. C'est-à-dire qu'ils ont regardé comment un volant de badminton se comportait pour toujours retomber à peu près dans la bonne direction. Et ensuite, ils ont créé des ailes capables de freiner l'appareil suffisamment lors d'une rentrée atmosphérique suborbitale. Alors très rapidement, puisque ce sont des avions et qu'on n'aime pas les avions, mais bon, ceux-là sont quand même assez exceptionnels. Voilà le Spirit of St. Louis, le Spirit of Saint-Louis, qui a permis à Charles Lindbergh de traverser l'Atlantique en 1927, et c'est vraiment cet avion-là. Et là, un petit peu plus loin, vous voyez le Glamorous Glennis de Chuck Yeager, qui a permis 20 ans plus tard, exactement en 1947, à Chuck Yeager, un pilote de l'Air Force, de passer le mur du son. Et évidemment, tant qu'on est dans les avions, on ne peut pas passer à côté du premier avion du monde, celui des frères Wright. Voilà, derrière moi, il y a pas mal de groupes de touristes ici, donc j'espère qu'on les voit bien. La capsule qui est debout, c'est une capsule Mercury, que vous avez peut-être pu voir dans le film Hidden Figures qui est sorti ces derniers temps. La capsule Mercury, c'est évidemment le premier vaisseau spatial américain qui pouvait seulement abriter une seule personne. Et la capsule qui est un petit peu à côté, qui est penchée pour le coup, c'est une capsule Gemini. La capsule Gemini, c'est le deuxième vaisseau spatial américain qui pouvait abriter 2 personnes et qui a été extrêmement utile pour tester toutes les manœuvres de rendez-vous et toutes les manœuvres orbitales qui ont servi à créer les missions Apollo. Voilà, donc ici on a la combinaison spatiale de Dave Scott qui a été portée sur la Lune pendant Apollo 15. On voit d'ailleurs les restes de poussière lunaire qui sont restés incrustés dans le tissu. On peut voir la combinaison que les soviétiques auraient pu utiliser sur la Lune s'ils avaient vraiment réussi à y aller. Donc évidemment ils n'auraient pas utilisé le chariot qui est devant. Hein. Et alors ça, c'est un morceau de garde-boue très très spécial qui nous est revenu de la Lune, puisque durant Apollo 17, Eugene Cernan a fait une fausse manip et il a cassé en fait cette partie-là du garde-boue. Et le problème, c'est qu'il avait de la poussière partout. Et donc, les ingénieurs de Houston ont improvisé une solution qui consistait à prendre des cartes lunaires, à les mettre ensemble avec du scotch et à créer un nouveau garde-boue pour le rover. Alors, je me demande où est Apollo 11 en fait, parce que Apollo 11 était là, dans le hall, la dernière fois que je suis venu ici. Et visiblement, vous voyez, il n'y a plus Apollo 11 dans le coin, donc je suis un petit peu inquiet. Je vais aller me renseigner, voir où il est passé. Hi, excuse me, I'm sorry, could you tell me where Apollo 11 is? It's at our other museum for restoration. Ah là là, ils m'ont dit que Apollo 11 n'était plus là, Apollo 11 est en restauration actuellement. Apollo 11 est en Virginie, c'est l'état d'à côté, ils ont un autre musée là-bas et il n'est plus ici. Vous savez quoi, je crois qu'on va aller prendre la voiture quand même, prendre notre courage à deux mains et aller jusqu'en Virginie et aller voir Apollo 11 parce que ce serait trop bête de rater ça, ce serait trop bête de ne pas vous le montrer. Et voilà, allez, on prend notre courage à deux mains et je vous récupère une fois que j'y suis, je vous récupère une fois qu'on est arrivé en Virginie. À tout à l'heure. 2000 years later. Alors voilà, d'ici on a une jolie vue de l'arrière de la navette spatiale, encore une fois la poupe. Je ne vais pas vous la représenter puisque basiquement c'est la même qu'Atlantis. C'est la même navette spatiale, hein, c'est à peu près la même idée et d'ailleurs elles ont été construites à peu près à la même époque, contrairement à Endeavour qui est un tout petit peu plus moderne.
Mais donc la plus vieille navette spatiale Discovery a ça de particulier qu'elle a envoyé une des charges utiles les plus célèbres de la navette, le télescope Hubble. Et donc rien que pour ça, elle valait le coup d'œil et ça fait 2 navettes sur 4 sur un voyage de 3 mois, ce qui est pas mal quand même, ça fait un sacré marathon. Voilà, je me devais quand même de vous présenter l'objet qui est derrière moi. L'objet qui est derrière moi, c'est le Space Lab. C'est celui qui était embarqué sur les navettes spatiales et dans lesquelles les astronautes pouvaient faire des expériences. Il a été fabriqué par l'Agence spatiale européenne et il a servi de modèle au module Columbus qui est actuellement sur la Station spatiale internationale. Ce que vous voyez derrière moi, c'est le Canadarm. C'est le fameux bras téléguidé de la navette spatiale que les Canadiens ont fabriqué. Les Canadiens ont ça de particulier qu'en fait toute leur agence spatiale est basée sur cette capacité qu'ils ont eue à créer des bras robotiques, comme ils en équipent la Station spatiale internationale et la navette spatiale, et qu'ils ont bâti toute leur expertise autour de ça et ont réussi à négocier, résultat, le fait d'avoir des astronautes canadiens qui partent sur la navette et dans la Station spatiale internationale. Vous voyez les traces qu'ont laissé le plasma chauffé lors de la rentrée atmosphérique. Et ces petites tuiles devaient toutes être remplacées à la main après chaque vol. Donc c'est en grande partie pour ça que la navette spatiale a été un échec commercial. Voilà. Alors ce musée est vraiment incroyable. Je me concentre un peu sur les trucs spatiaux et les stars du musée, les avions très très connus, etc. Mais c'est vraiment incroyable, je vais vous mettre quelques images pour vous rendre compte du nombre d'avions qu'il y a ici et du nombre de reliques historiques qui existent. Et donc je vous encourage vraiment à venir vous-même voir cet endroit parce qu'il est vraiment impressionnant et croyez-moi ça vaut le détour. Petit instant cocorico évidemment, c'est le Concorde d'Air France. Voilà, une pièce d'exception qui malheureusement a arrêté de fonctionner il y a quelques années, voilà, pour les raisons que l'on sait. Alors là, je vais demander un petit peu d'aide aux gens de la chaîne Stardust. Comment ça pouvait rentrer dans ce trou-là? Je refais, ça pouvait rentrer dans ça. Donc voilà, c'est le train d'atterrissage arrière du Concorde. Si vous pouvez m'expliquer comment ça se passe, très sincèrement, ça m'intéresse beaucoup. Franchement, c'est impossible de décrire tout ce qu'il y a dans cet endroit. Pour tout fasciné d'aviation et d'espace, c'est juste l'endroit à voir absolument, absolument. Donc si vous avez la chance de venir, vraiment, je vous conseille, faites-le. C'est juste absolument magnifique. Il y a des engins historiques, il y a des engins de guerre, il y a des engins de paix. Il y a des engins d'exploration, des engins qui ont marqué l'histoire de l'aviation et de l'astronautique. Et voilà, j'essaie de vous donner une espèce de vue panoramique là, mais évidemment ça ne marche pas super bien. Donc bon, j'ai énormément de chance d'être ici, mais si un jour vous vous trouvez dans le coin, à Washington, en Virginie, venez, c'est vraiment, vraiment un endroit à visiter, à voir et à revoir pour les grands comme pour les petits. Et comme on est aux États-Unis, bien sûr, il y a tout le marketing qui tourne autour de l'espace. C'est pas mignon. Donc il y a effectivement une entrée pour le hangar de restauration où ils gardent Apollo 11. Mais ce que vous voyez derrière moi, peut-être que vous ne le voyez pas très bien, c'est en fait la queue pour accéder à ce hangar de restauration. Et comme vous voyez, la queue s'étend très 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 loin. Donc malheureusement j'ai pas assez de temps pour faire toute la queue et pour aller voir la capsule moi-même. On va pas aller voir la capsule de près ce coup-ci, on va essayer d'aller la voir là-haut depuis la baie d'observation et malheureusement je pense qu'il va falloir se contenter de ça. Je suis venu aussi loin que je pouvais, mais là vraiment faire la queue pendant 2 heures, je renonce, désolé. Alors juste derrière moi se trouve l'atelier de restauration du Smithsonian Museum. C'est ici qu'ils réparent tous les différents éléments du musée qu'ils reçoivent ici. Et c'est là qu'on va aller là-bas pour voir évidemment la pièce maîtresse qui nous intéresse le plus. Et voilà, je vous avais dit qu'on y arriverait. Donc derrière moi, c'est la capsule d'Apollo 11, le module Columbia, qui a donc emporté Buzz Aldrin, Neil Armstrong et Michael Collins vers la Lune. Vous pouvez voir qu'il y a des visites guidées, vous pouvez vous rendre compte de la taille de l'engin par la taille des personnes qui sont à côté. Il n'y a pas beaucoup d'anecdotes
à ajouter sur ce module, à part que c'est un morceau d'histoire. Et je suis très très content d'être ici et d'avoir eu la chance de le voir, puisqu'il part dans quelques semaines dans un tour à travers les États-Unis et ne sera pas de retour à Washington avant 2021. Donc voilà, c'était vraiment de la chance d'être ici aujourd'hui. Alors Vicnet, là on est à l'extérieur du musée et comme tu vois, derrière il y a des télescopes qui cherchent à regarder la Lune qui est derrière moi. Et je sais pas si on peut la voir sur l'écran, voilà, elle doit être... Non, ça c'est un nuage. Voilà, elle est là, la Lune. On va tenter un truc. Je pense pas que ça marche, mais on va essayer quand même. Alors, regarde là-dedans. Tac, 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 tac. Est-ce qu'on arrive à... Tu sais quoi, Vicnet, pour les vues au télescope, t'as qu'à... moi, je vais me mettre... faire comme si j'allais dans le télescope et toi, après, tu intègres une image de la Lune. Comme ça, on fera semblant que ça a marché. Alors, on va réessayer un truc, on va voir si ça marche. Allez, vas-y. Yes. Ah. Donc voilà, la visite a été assez rapide, mais on a vu ce qu'on voulait voir, c'est-à-dire Apollo 11. Alors de retour au musée, magie des effets spéciaux, j'espère que ça vous a plu. J'espère que je vous ai pas trop donné envie de vomir avec ma manière de filmer à la main avec un iPhone dégueu. Et j'espère surtout que cette vidéo vous aura donné très envie de venir à Washington et découvrir le Smithsonian Museum. Parce que c'est vraiment pour moi un des plus beaux musées du monde et c'est vraiment très sympa. Bah, si vous avez apprécié la vidéo, je vous conseille de mettre un petit pouce bleu pardon, quelque part là. Je pense que ça va finir par s'afficher si Vicnet suit mon doigt. Parce que ça fait toujours plaisir à Vicnet qui fait du contenu de très grosse qualité, je trouve. Donc il faut surtout l'encourager à continuer sa chaîne et à continuer à nous faire rêver. C'était Paul en direct de Washington. Je vous dis, je rends l'antenne à Vicnet. Je vous dis à la prochaine fois, j'espère, pour de nouvelles aventures et surtout gardez la tête dans les étoiles.